Eh bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une autre émission d'Autour des Tours. Pour ceux qui ont peut-être vu la capsule ou qui le verront prochainement, nous allons traiter de la personne qui est en charge de la cuisine collective d'Hochelaga-Maisonneuve, M. Perlong. Et nous allons voir plus en détail l'homme qui se cache derrière l'organisme. Donc, M. Perlong, bonjour. Bonjour. M. Perlong, vous êtes, et on peut l'entendre à votre accent quelque part, vous êtes d'une nationalité, disons, différente. C'est-à-dire que vous êtes probablement français. Est-ce que c'est exact? Partiellement, je suis français, je suis canadien aujourd'hui aussi, mais je suis français d'origine. Ah, OK, d'accord. Et vous êtes né en 1969, quelque part, d'une famille, on pourrait dire, très standard. Et à ce moment-là, vous étiez un peu dans le sud-ouest, si je ne me trompe pas, de la France. Et à ce moment-ci, comment s'est passée un peu votre jeunesse? Est-ce que vous aviez une vocation communautaire dès le départ? J'avais une vocation dans la cuisine, tout petit. Ma grand-mère, ma mère, mes tantes. Je me retrouvais toujours dans les cuisines, à aller mettre mon nez là-dedans, à goûter, à essayer, à tester, puis très rapidement à faire aussi. À faire, d'accord. Mais en même temps, donc, vous étiez dans la cuisine, qu'est-ce que vous attirait? Est-ce que c'était les odeurs, les épices? Ou, je suis très tactile, donc même la matière en soi-même, les odeurs, les épices, le partage, l'échange avec l'autre. On s'amuse en cuisine. C'est drôle, la cuisine. OK. Donc, pour vous, c'était facile, c'était à ce moment-là, cet échange-là, vous avez retrouvé. Est-ce que c'était quelque part de manière, comment je peux dire, plus culturelle, c'est-à-dire de bienvenue, de participer, dans le fond, au repas familial? Oui, parce que dans la famille, la table a toujours eu une place importante. Donc tout ce qui tourne autour de la table m'intéressait, même la vaisselle, ces outils, ces choses qui étaient jolies à voir. Mais cette notion de partage a toujours été omniprésente dans la famille. Et puis cette notion de faire ensemble, puis ensuite de le manger ensemble, c'était toujours quelque chose qui me plaisait. Puis la cuisine m'a toujours amusé. OK, quand même. Et il faut dire, vous avez retrouvé, est-ce que vous étiez plus intéressé, ni plus ni moins, par certains types de repas? Est-ce que pour vous, c'était le fait que votre famille se réunissait? Ou... Oui, c'est plus la famille, le côté festif. Quand je me retrouvais avec du monde autour de la table, alors que moi je m'amuse en cuisine et je vois qu'on s'amuse autour de la table, les deux vont ensemble, les deux vont de pair. Oui. Ça va de cette façon-là. OK, d'accord. Et est-ce que vous aviez l'impression, ni plus ni moins, de retrouver certains échanges que vous ne retrouviez pas ailleurs? Ah oui, c'est un endroit qui est très identitaire, la table. Je crois que partout autour du monde, on se sert de la table pour plein de choses. Même au Québec, dans des périodes politiques, on allait réunir les gens autour de la table. Oui. Partout, on a retrouvé la table comme étant un lieu festif, un lieu à part. OK, parfait. Et suite à ça, à ce moment-là, en 1993, si je ne me trompe pas, vous avez décidé de faire le grand saut. Le grand saut, dans le fond, de quitter à peu près tout ce que vous aviez, tout ce que vous connaissiez en 1993 pour venir au Québec. Mais pourquoi faire le grand saut exactement? Le grand saut, il a démarré un petit peu avant, en 88, à la fin de mon école hôtelière. J'ai quitté pour l'Angleterre, donc ça a été un tour d'Angleterre. Et j'ai découvert quelque chose que je trouvais aussi dans la cuisine, c'est la différence des gens. Une culture qui est différente, un humour qui est différent, des langues où on apprend à échanger avec l'autre de façon différente. Donc, dès le démarrage, en partant d'Angleterre, je savais que j'étais voué à aller me promener pas mal. Et est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce que vous aviez des craintes aussi? Non, non, du tout. Je m'amuse, j'aime m'amuser, j'aime bien vivre. Et quand on voyage, ça porte ces éléments-là. La restauration, la cuisine est un des métiers où on peut faire le tour du monde facilement. J'ai jamais cherché de travail. OK. Ça se présente toujours. Et puis on le vit. Puis à l'époque, j'avais 18 ans, on est insouciant à ce moment-là. Oui, non, je comprends bien. Mais en même temps, la cuisine, c'est aussi des conditions qui ne sont pas toujours évidentes. Quelque part, on peut dire il fait chaud, les rythmes sont rapides. Et à ce moment-là, c'est quelque chose, surtout au niveau de la restauration, c'est quelque chose qui est demandant et souvent paye peu. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Ça dépend à quel moment de votre vie vous allez le vivre, mais la cuisine, c'est un mode de vie, c'est une façon de vivre, c'est une passion. Donc oui, elle est dure, elle démarre tôt ou elle finit tard, on travaille en fin de semaine, on travaille quand les gens s'amusent, mais on découvre des matières, on découvre des gens, on découvre des complicités de travail,
on donne du plaisir aux gens. C'est une passion, c'est un mode de vie qui est dur, oui, quel que soit le pays où je l'ai fait, c'est un métier qui est dur, mais c'est un métier de passion. Oui, mais en même temps, quand on regarde, excusez-moi, des séries télévisées sur les cuisines, c'est plutôt une guerre. Vous n'avez pas ressenti ça quelque part? Ah, il y a beaucoup de testostérone dans une cuisine, mais la télé, c'est une télé-réalité, c'est pas forcément la vraie vie là-dessus. Il y a des émissions où il y a des belles choses qui sont montrées, il y a des émissions qui sont un peu plus guerrières. Mais oui, il y a de la testostérone en cuisine. Mais la télé, c'est pas toujours la vraie vie. OK, parfait. Et vous parlez d'un échange. Un échange comment exactement avec vos collègues de travail? Quel échange qu'on peut avoir entre un plat qu'on sert, un autre qui assaisonne, un autre qui sert, dans le fond, le plat ou le chaudron pour mijoter la sauce? Comment on trouve... Quel est cet échange-là exactement que vous parlez? L'échange, il va être dès la matière première. C'est l'accueil, c'est discuter avec le fournisseur, découvrir la marchandise, découvrir ce qu'on peut en faire. On en discute avec les autres collègues de cuisine, comment l'aménager, comment l'améliorer, d'utiliser des techniques de l'un ou de l'autre. Après, une fois qu'on l'a fait, on le met en application. Et là, il y a toute une complicité de travail qui se passe dans une cuisine, la compréhension de comment fonctionne l'autre, comment il arrive à comprendre comment on fonctionne, et puis tout un service qui se passe autour de ça. Le personnel de salle, c'est la même chose, il y a une complicité qui se crée. Et je dirais qu'on arrive quand même en fin de journée, toujours avec une petite bière après, en se disant on a fait un beau service, on a tripé, on s'est amusé. Donc, dans le fond, si vous me permettez l'expression, vous défoncez à 200%. Pour vous, ça vous donne l'espèce de, comment je peux dire, de plénitude personnelle qui vous permet à ce moment-là de relaxer. Oui, il y a de l'adrénaline derrière. Il y a de l'adrénaline, OK, quand même, je comprends. Et donc, vous disiez aussi, puis il y a un élément assez important, si vous mentionnez, c'est quelque part, quand vous découvrez les ingrédients, vous découvrez aussi la place, l'endroit. Est-ce que c'est exact? Oui. On découvre tout ça, c'est tous ces sens qui se mélangent. On parle de techniques de cuisine, on parle des façons de faire, des pratiques, des pays, de la culture. À bien des égards, la cuisine, moi je trouve que c'est un art. C'est un savoir-faire, c'est une toile dans l'assiette. Une toile à plusieurs sens, elle n'est pas juste visuelle. OK, quand même. OK, parfait. Et aussi, bon, donc on a discuté dans le fond tout ce qui est le volet nutritionnel, si vous me permettez. Maintenant, il y a aussi le volet communautaire qui vous habite. Et pour vous, est-ce que vous étiez, excusez-moi, souvent on a retrouvé chez certaines personnes des gens à ce moment-là qui s'occupent de plus faibles ou de gens qui sont dans des situations plus difficiles que soi parce qu'ils ont aussi été victimes de situations complexes dans leur jeunesse. Est-ce que vous avez vécu ça exactement? J'ai pas vécu ces côtés complexes dans ma jeunesse, mais très vite dans la restauration, on a beaucoup de jeunes qui arrivent très jeunes, les pré-apprentis en France, qui sont des jeunes de 14-15 ans, qui rentrent dans les cuisines, puis qui ont des parcours de vie parfois très difficiles. Donc on est dans leur réalité, on apprend à les comprendre, à les faire cheminer, donc très vite on est capable de comprendre, ah tiens, j'ai un impact sur quelqu'un, j'arrive à activer quelque chose chez un jeune. Donc, autrement dit, quand vous transmettez ni plus ni moins le savoir, vous transmettez aussi une attention envers l'autre. C'est ce que j'en déduis. Toujours, toujours. Et puis, c'est un milieu de vie, donc les coups durs que les uns et les autres peuvent avoir, on échange là-dessus. OK, parfait. Donc, on a parlé tout à l'heure, quelque part, que vous avez côtoyé plusieurs jeunes à ce moment-là qui connaissaient bon, je pourrais dire, en début de carrière, en début de vie, ni plus ni moins, des périodes assez difficiles. Est-ce que vous auriez quelques anecdotes, dans le fond, qui vous ont touché personnellement? Quand vous avez le jeune qui est en train de faire un parcours de pré-apprentissage qui n'a pas le support familial, puis vous vous rendez compte au bout de quelques jours qu'en fin de compte, il arrive au travail, la chemise, elle n'est pas tout à fait droite, mais c'est parce qu'il ne dort pas nulle part. Et donc là, vous avez tout un outillage à avoir avec votre équipe de travail la première nuit, on lui trouve une chambre quelque part. La deuxième nuit, on essaye de voir comment il peut se laver, avoir du linge, avoir des choses. Et puis on le voit gentiment progresser et porter son intérêt à l'apprentissage du métier qu'il fait par la reconnaissance du tissu qui se crée autour de lui. Donc quand on voit ce cheminement, puis les difficultés qui deviennent quelque chose qui se travaille, qu'on le voit cheminer à son rythme, avec ce qu'il est capable de faire, ça c'est bénéfique et puis c'est du baume au cœur parce qu'on le voit progresser tous les jours. OK, quand même. Et pour vous, quel est le sentiment? J'imagine que vous avez probablement des enfants, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu vos enfants quelque part? Non, ça ne va pas être les miens parce qu'il faut garder un certain détachement. La difficulté de vie des uns et des autres n'est pas toujours la nôtre, donc il faut savoir garder une petite barrière. Mais
c'est notre équipe, c'est nos gens. Donc on les accompagne et puis on les accompagne très loin dans leur cheminement de vie. Donc, empathique, mais pas nécessairement sympathique, comme on dit. Voilà. OK, parfait. Ah, c'est quand même assez étonnant. Et par la suite, vous êtes arrivé, comme on l'a dit, en 1993. Vous êtes reparti en 1999 en France. Vous avez établi votre propre commerce. Pourquoi à ce moment-là, durant cette période-là, de 93 à 99, vous n'avez pas continué votre parcours avec nous? De 93 à 99, Oui. j'ai appris à découvrir le Québec. J'y ai pris énormément de plaisir dans la restauration ici. Et j'ai rencontré mon épouse, française, je n'ai pas fait exprès. Et on a décidé de retourner se marier en France. OK. Mais on aimait beaucoup ce qu'on vivait ici. Donc on est retourné se marier en France en se disant on veut ouvrir notre propre commerce là-bas, se rapprocher des nôtres. Et si ça ne marche pas, si ça ne fonctionne pas, on retournera au Québec. OK, d'accord. Donc, vous avez fait quelques années. Par la suite, vous êtes revenu, je pense, En 99. 99. En 2009, pardon. Nous sommes revenus ça. en 2009. Le commerce a bien fonctionné. Mais il y a un truc qui est arrivé au milieu qui s'appelle des enfants. On a eu 2 enfants qui nous ont fait arrêter la notion des 80 heures semaine pour un commerce et de dire bah, là, on veut revoir des valeurs de la famille. Et on avait dit mais si on arrête le commerce, on retourne au Québec. Oh. Et avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on a vécu au Québec correspond à ce qu'on veut pour nos enfants. Donc on a fait le move, on est reparti s'installer ici. Donc quand même, vous trouvez que le Québec est quand même un bon milieu de vie pour des enfants, ni plus ni moins? Ah, c'est un milieu exceptionnel pour les enfants. Et à les avoir vus grandir, parce qu'ils sont arrivés, ils avaient 2 ans, à les voir grandir à ce qu'ils sont aujourd'hui, oui, c'est un milieu de vie qui est exceptionnel pour les enfants et pour la famille. Mais en même temps, OK, on a vu, dans le fond, vous êtes arrivé ici, c'est un milieu de vie différent, mais quand vous comparez, dans le fond, avec votre jeunesse, vous êtes né en 1969, vous avez quand même vécu quand même une belle période en France, il faut dire, et du moins dans son histoire, et versus le Québec. Qu'est-ce que vous comparez? Comment vous arrivez à dire le Québec est meilleur versus la France, ou la France, quelque part, certains points meilleurs? Je ne vais pas le dire, je vais le vivre. Il y a de très bonnes choses dans la culture et puis dans la société française, il y a d'excellentes choses dans la culture et la société québécoise et dans la culture et la société canadienne. Je ne vais pas comparer. Si on compare, on va toujours trouver des choses moins bien ou mieux. Je préfère vivre les choses. Donc, oui, il y a des valeurs d'entraide et de solidarité au Québec et d'avoir les choses simples, dans le bon sens du terme, entre les gens qui nous conviennent énormément. Parfait. Et à ce moment-ci, j'imagine que vous avez eu quelques, disons, embûches, on pourrait dire, quelque part, sur votre venue ici au Québec. Il y a sûrement des points qui ont été plus complexes. Le plus compliqué, je dirais, c'était de s'assurer qu'en tant que famille, c'était le bon choix qu'on faisait. Est-ce que sortir les enfants de leur lieu de naissance et les amener ici nous correspondait? On les amène dans un CPE. En France, ils étaient en train d'apprendre à écrire. Ils rentrent dans un CPE, on leur dit « vous allez désapprendre à écrire, mais vous allez apprendre à vous connaître ». Donc c'était beaucoup de choses où on était confronté avec nos anciennes valeurs et de découvrir les valeurs d'ici, puis la façon et les pratiques de faire. Et c'est là où il ne faut pas comparer, il faut juste le vivre. Parfait, mais si vous me permettez, je précise ma question. Quand on vend le Québec, le Canada, on vend les grands espaces verts. On vend dans le fond la liberté. Est-ce que vous avez retrouvé ça quand vous êtes arrivé ici? Oui. Oui, les grands espaces verts, la liberté, elle est là. Vous n'avez pas une déception quelque part? Non. Non. Si on veut être très honnête, quand on découvre les gens, quand on découvre ce qui se passe ici, non. Et je dirais même, quand on est revenu en 2009, par rapport à notre départ en 99, la société québécoise avait beaucoup changé. En 2009, là, des fromages, il n'y en avait pas beaucoup. Des vins, il n'y en avait pas des tonnes. On ne trouvait pas de la charcuterie, on ne mangeait pas de la même façon qu'on mange en 2009 quand on revient. Donc ça a beaucoup cheminé au niveau de l'assiette, au niveau de la culture alimentaire. Puis la société québécoise nous convient beaucoup. OK, quand même. Donc, il faut dire l'offre s'est étoffée, mais en même temps, quelque part, si vous ouvrez un commerce ou peu importe un organisme qui est sur l'art de la table, j'imagine que ça doit être plus compétitif aussi. Ah, Montréal est très compétitif au niveau de l'alimentaire, mais on ne revenait pas pour travailler dans la restauration. On avait fait le choix. Si on revenait au Québec, on voulait travailler pour les gens, on voulait travailler avec les gens, on voulait avoir quelque chose qui était un peu plus construit au niveau de notre implication sociale. Donc on savait qu'en revenant au Québec, on arrêtait la restauration. Mais qu'est-ce que vous avez, recherché, une puis de moins, en disant, bon, ben, on quitte la restauration, on s'en va vers les gens. C'est quoi que vous cherchiez exactement? Contribuer. Contribuer à un cheminement de la société. Et on ne savait pas dans quoi exactement au démarrage. On voulait avoir quelque chose de plus de chair autour de l'os dans notre participation dans un collectif.
En démarrant, nos enfants sont mis dans un CPE à côté d'ici, CPE Curie, parce qu'on a toujours habité dans le centre-sud, on est des voisins des Tours. Okay. Et on me parle d'un organisme qui avait des difficultés, qui risquait de se faire expulser de son logement, qui s'appelle Pousson-Poussette, qui est dans vos Tours aujourd'hui. Oui, effectivement. On m'a dit, va aider cet organisme-là. Moi, de la restauration, j'ai dit, mais Benoît, les couches, je ne connais pas ça. Mais les gens, ça me parlait. OK. Donc, ça vous parlait vraiment à ce moment-là, et simplement l'échange, c'est ce que j'entends. L'échange me parlait, puis c'était comment je peux contribuer avec ce que je sais faire, qu'est la restauration. Donc, sur les petits, ça a été des purées pour bébés, ça a été d'accompagner dans la structure budgétaire des gens, et puis de voir comment les gens réagissent à ça, comment ils se prennent en main, prennent en charge, collaborent avec les autres et deviennent partie d'un groupe. Ça nous parlait, oui. Quand même. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que quelque part, vous avez fait un choix qui est assez unique. Donc, de quitter un commerce, ni plus ni moins, à 80 heures semaine, qui vous donnait quand même un revenu assez confortable, pour aller dans un domaine communautaire, disons, beaucoup plus difficile ou beaucoup plus plein, comme bien des gens pourraient dire. Et à ce moment-là, comment vous avez vécu ça, votre changement de salaire, votre changement de condition de vie? Ah, ben là, il fallait s'adapter. Okay. Il fallait s'adapter. C'est sûr que le communautaire est un endroit où les salaires ne sont pas nécessairement à la hauteur. Je ne vais pas faire un appel du pied au financement là-dessus, mais oui, c'est un environnement où les salaires ne sont pas à la hauteur. Faut faire ses marques, il faut trouver les éléments, il faut fonctionner, il faut refonctionner dans la société. En commerce, je gagnais bien ma vie, mais je n'avais pas le temps de dépenser mon argent à 90 heures semaine. Là, j'avais plus de temps. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est de l'argent. Oh, oui, on comprend. Quelque part, c'est une valeur ajoutée uniquement de pouvoir choisir le temps. Mais en même temps, j'imagine, vous avez dû faire certaines concessions. Quelles ont été exactement ces concessions-là? Ah ben, on ne vit plus la grande vie comme on la vivait avant. On sort moins dans les restaurants à droite à gauche, on fait des virées un peu moins souvent. Les vacances à l'étranger, c'est plus aussi rapide qu'avant. On ne retourne pas tous les ans en France voir la famille, c'est tous les 3 ans qu'on retourne en France. Donc on fait des choix, mais la qualité de vie du quotidien, le partage avec les enfants, contribuer à leur cheminement, contribuer à notre communauté, on a plus de temps pour ça. OK, quand même. Et il faut dire que, bon, quelque part, ça vous a apporté, j'imagine, quelque part, l'échange avec les gens du Québec vous apporte beaucoup. Comment vous décriviez, vous seriez capable de décrire, ni plus ni moins, la culture québécoise versus la culture française? Je sais que vous ne voulez pas faire nécessairement de comparatif, mais quelque part, est-ce que vous trouvez les gens plus faciles d'approche ou au contraire, plus complexes, plus distanciés aussi? Parce qu'il faut dire aussi, on a une nature anglo-saxonne. Oui, vous avez un peu un mélange des deux. Vous allez avoir le côté du carcan européen où on est sur des vieilles bases de principes. On a des choses qui se font comme ça depuis des centaines d'années qui nous amènent à devoir continuer à les perdurer dans le temps de la même façon. Quand même. Donc quand on arrive ici, il y a une ouverture d'esprit qui n'est pas la même. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc être hors norme, c'est correct. OK. Je suis resté très longtemps un Français de France pour les gens avec qui je collaborais. Par contre, mes enfants, du jour au lendemain, sont des Québécois. En France, quelqu'un qui émigre en France peut être un immigré de 3e ou de 4e génération. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait comparer comme ça, mais ici, il y a plus de liberté sur la capacité à vouloir aller de l'avant dans ce qu'on veut faire. Parfait, parfait. Et j'imagine que maintenant, vous avez comme pleinement votre collaboration ou pleinement un échange que vous trouvez mérité avec les gens d'ici. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui vous donne le plus chaleur personnellement? L'accomplissement. J'adore voir des gens arriver. Que les gens viennent dans nos organisations avec des difficultés qui sont grandes. Là, on parle des cuisines collectives, mais l'entreprise d'insertion aussi, des gens qui sont extrêmement abîmés par la vie et qui décident de se donner une chance, mais qui ne savent pas comment le faire. Et qu'on mette tout un filet de sécurité autour avec des gens outillés en insertion, en accompagnement, en formation, et puis de voir gentiment la tête des gens se relever, prendre une certaine fierté, une confiance en soi, et puis plus juste être à l'écoute, mais commencer à donner leur point de vue. Et puis faire ce qu'on leur demande, mais prendre des décisions. Et ensuite trouver un emploi, un logement, et revenir un peu plus tard dans les cuisines avec un groupe de cuisine collective, avec énormément de reconnaissance dans les yeux. Moi, ça, c'est mon bonbon du quotidien. OK, quand même. Je comprends, d'être témoin de l'évolution de la personne, ni plus ni moins. Okay. Et surtout de le faire à son rythme. On ne le fait pas au rythme qu'on voudrait le faire, on fait cheminer la personne en fonction de ce qu'elle est capable de faire. Donc, ça vous demande quand même une bonne écoute personnelle, j'imagine? Tout le temps.
Mais ça, j'aime ça. C'est un bon jeu d'échecs, ça. Donc, vous décriviez quelqu'un, vous seriez capable de vous décrire comme quelqu'un qui a une écoute quelque part, qui est justement à l'écoute de ces gens, à l'écoute de la misère aussi, mais à l'écoute aussi de la bonté des gens. C'est ce que j'entends. Oui, oui, beaucoup. Ça, c'est des choses c'est des moteurs pour moi. Moi, j'avais besoin de pouvoir m'exprimer dans la restauration. J'ai eu besoin de pouvoir m'exprimer en tant qu'individu, en tant qu'humain qui veut faire quelque chose avec d'autres personnes. Et être à l'écoute des besoins des autres et de les faire progresser me permet à moi d'être pleinement épanoui dans ce que je fais. OK, tout de même, tout de même. Parfait. Et bon, j'imagine, donc, vous vivez un peu le moment présent grâce à cet échange-là. Et comment vous voyez votre avenir? Ah, l'avenir, pour moi, doit être une progression d'implication dans la communauté. On a démarré avec un organisme où on veut aider l'individu, on veut aider l'organisme, on veut aider la communauté. Tout de suite, on développe des marchés solidaires, on développe des potagers à droite à gauche. On veut en faire en sorte que les gens soient dans leur village et dans leur identité locale, et puis avoir une notion d'appartenance là-dedans. Donc mon cheminement, c'est le rester à la même échelle ou le faire croître à une autre échelle. C'est un petit peu l'intérêt que j'ai tout de suite. OK, quand même. OK. Donc, l'incubateur de votre environnement, l'environnement qui sans doute vous quitterez jamais, c'est ce que je comprends. L'environnement de l'entraide et du soutien de l'autre, non, c'est quelque chose que je ne quitterai jamais. Retourner juste dans la restauration pure, je le fais à la maison, avec les amis, pour mettre des plats sur la table qu'on a envie de partager ensemble, mais j'ai besoin de plus maintenant. L'éphémère ne me suffit plus. OK, parfait. Mais merci, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup.